Bon, bonjour les gars, les filles aussi. On va commencer le cours, parce qu'aujourd'hui, on a un invité spécial dans notre cours, Olivier de Sagazan, qui est juste ici. Alors, je vais laisser la parole à Bruno, qui va lui souhaiter la bienvenue. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Bruno Jobin, je suis directeur des affaires étudiantes et communautaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça me fait plaisir de vous parler ce midi, je veux dire ce matin, ce midi, puis souhaiter la bienvenue aussi à notre invité, M. de Sagazan. Je pense que c'est un moment vraiment privilégié que vous allez vivre. Ces rencontres-là, ces moments d'échange-là sont vraiment importants dans le parcours. Parfois, on peut parler philosophique, ça peut avoir l'air abstrait pour certains. Il n'y a pas plus vrai qu'une rencontre en personne, un échange. Je pense que félicitations, c'est le fun. Ce type d'activité-là, je pense que ça vient bonifier votre parcours énormément. Bravo d'être là. Il en manque pas mal, Marc. Non, on ne fera pas des prises de présence, mais c'est le fun d'être là. Prenez le temps, participez, écoutez bien, puis maximum d'échanges possibles. Je pense que c'est vraiment un privilège. Alors, je vous souhaite de savourer le moment. Merci d'être là, puis on est vraiment content de pouvoir vous permettre de vivre des belles expériences comme ça. Fait que bonne activité. Merci Bruno. Alors, je vais passer la parole à Olivier tout de suite, qui va vous présenter sa pièce. On va en voir des extraits, puis après, on va discuter ensemble, puis avec vous, au sujet de son acte de création. Bien, bonjour tout le monde. Alors, pour vous faire comprendre un petit peu ce que vous allez voir, qui est quand même assez singulier et particulier, je voudrais vous dire d'abord que moi, j'ai une formation scientifique. Je suis d'abord un biologiste. Et j'ai fait de la biologie, un parcours normal jusqu'au ce qu'on appelle le DEA en France, et après 6 années d'études. Et mon objectif, moi, c'était de comprendre le vivant. Et pour comprendre le vivant, il fallait rentrer dans la cellule, comprendre qu'est-ce que c'était que de l'ADN, comment fonctionnent les molécules, etc. Et en fait, assez rapidement, j'ai compris que au niveau de la thèse, on rentrait dans des domaines extrêmement spécialisés. Et que, par exemple, je me souviens d'un de mes camarades qui, pendant 5 ans, allait travailler sur la régulation du nitrate chez le chou-fleur, pour vous donner un exemple de choses très précises. Et je me suis dit, mais moi, c'est pas ça que je veux faire, je veux embrasser le vivant dans sa totalité. Et par chance, j'ai été à Amsterdam et je suis tombé face à quelque chose qui a changé ma vie, qui était la peinture de Rembrandt. Rembrandt est un peintre du XVIe siècle. Et j'étais face à ces tableaux et face à des petits autoportraits. Je me suis dit, c'était hallucinant, ça a été fait il y a plusieurs siècles. Et j'ai vraiment l'impression de sentir le mouvement du pinceau, j'ai vraiment l'impression d'être devant quelqu'un. Et je me suis dit, ce type-là, il a vraiment compris quelque chose du vivant. Et en même temps, il en rend compte à la fois par un aspect technique, parce qu'une peinture, c'est quelque chose qui a une dimension, c'est une épaisseur, il y a de la couleur, etc. Donc il y a un aspect technique évident. Donc ça rend compte du monde. Et en même temps, dans cette peinture, il y a quelque chose de plus que dans une simple photographie. Il y a aussi une intériorité. C'est-à-dire qu'on rentre dans les sentiments de la personne, on rentre dans les yeux de la personne, on rentre dans sa chair. Et donc... Et je me souvenais aussi d'une phrase importante d'un scientifique qui s'appelait Monod et qui disait finalement le seul endroit où on n'étudie pas le vivant, c'est dans les laboratoires de biologie. Parce que dans un laboratoire de biologie, vous allez étudier des cellules, vous allez étudier des organismes, vous allez tout savoir sur cet organisme-là, mais d'un point de vue extérieur, parce qu'on est là pour mesurer, pour quantifier, etc. Mais vous ne savez rien de la façon dont cet organisme se sent lui-même. Si je regarde n'importe lequel d'entre vous à cet instant, je peux dire que ce garçon-là mesure telle taille, a tel poids, etc. Mais quelle est la sensation qu'il a et qu'est-ce qu'il ressent quand il passe sa main sur son menton? Je ne peux pas le savoir. Il n'y a que lui qui peut le savoir. Et donc, il y a quelque chose d'inouï dans chaque organisme, c'est que chaque organisme a un ressenti interne, une intériorité. Et c'est cette intériorité-là qui m'intéresse et qui correspond à peu près à 50% d'un individu. La personne que vous allez aimer, par exemple, eh bien, c'est pas seulement son poids, sa hauteur, sa beauté, etc. C'est aussi son intériorité, la manière dont elle vous ressent, la manière dont elle parle, etc. Et cette sensibilité-là, c'est 50% du monde, mais qui n'est que propre à chaque individu. Chaque individu peut parler de la manière dont il se sent lui-même, mais personne ne peut rien en dire. Et aucune science ne pourra jamais rien en dire.
Et là, il y a quelque chose d'assez fascinant. Et quelque chose dont la science ne peut pas parler. À partir du XVe siècle, il était décidé en Europe qu'on allait faire une coupure franche entre la science et l'art, alors qu'avant, ils étaient mêlés. Ils étaient mêlés dans une science qu'on appelait l'alchimie. Et à un moment donné, on a décidé de mettre fin à l'alchimie et de rentrer dans la chimie pure. Mais en rentrant dans la chimie pure, d'un seul coup, on se coupait de 50% de la réalité. Quand je dis 50%, ça ne veut rien dire. Ça pourrait être 99%, mais peu importe. C'est pour vous dire que tout d'un coup, la réalité a été coupée en deux. D'un côté, on a dit, il y a les scientifiques, et de l'autre côté, il y aura les philosophes, les artistes, ce que vous voulez. Et donc, chaque individu est comme ça. À chaque fois que vous passez dans un aéroport, dans une rue, n'importe quoi, vous êtes photographié. On sait très bien qui vous êtes repéré. Maintenant, en permanence, on est scanné. On sait qui est où et quand. Mais par contre, qu'est-ce qu'il ressent? Ça, on ne peut rien en dire. Sauf que il y a des applications maintenant, Instagram et tout ça, qui permettent de plus en plus de rentrer dans la personnalité de l'individu. Donc bientôt, peut-être qu'effectivement, on pourra même scanner nos propres âmes. Et là, on n'aura plus aucune liberté. Mais ça, c'est pour un autre temps que j'espère nous ne connaîtrons pas. Et donc, je reviens après ce détour rapide pour vous dire que, donc, après ces études de sciences, je me suis dit, je vais donc faire, moi, de la peinture aussi et de la sculpture, parce que comme ça, à la fois, je vais rendre compte de l'aspect extérieur des choses, mais en même temps, je vais parler de cette intériorité qui m'intéresse tant. Et donc, j'ai commencé à faire de la peinture et de la sculpture. Et quand je faisais une sculpture ou une peinture, ce qui m'intéressait, c'était justement cette présence que j'allais pouvoir mettre. Quand vous êtes devant une sculpture ou une peinture, ou quand vous écoutez une musique, vous sentez une présence, si la musique est bonne. La présence de la personne qui chante, de sa façon de faire vibrer sa voix, d'exprimer ses sentiments. Mais dans 99% des cas, quand vous faites une peinture, une sculpture, il n'y a pas vraiment de vie à l'intérieur. Et c'est très décevant. C'est un combat acharné, vous tapez contre un mur et vous arrivez à rien. Et un jour, j'étais donc à batailler contre une sculpture depuis une semaine. Et tout d'un coup, fin de journée, je me dis, c'est décevant, c'est pas encore ça, je n'y arrive pas. Tout d'un coup, j'ai eu cette drôle d'idée de me dire, tiens, pour être sûr d'avoir la vie à l'intérieur de ta sculpture, en fait, tu vas prendre tous les éléments avec lesquels tu travailles, l'argile, la peinture, le chanvre, les morceaux de bois, tout ce que tu veux, et tu vas te les mettre sur toi. Et puis, tu vas utiliser finalement ta propre tête comme un socle, et tu vas faire une tête, puis une autre, puis une troisième, etc. Et là, au moins, je serai sûr d'avoir la vie à l'intérieur. Et peut-être que je pourrais comparer avec ma sculpture à côté pour voir pourquoi là, on sent qu'il y a du vivant et pas là. Donc, c'était vraiment une petite... une sorte d'expérience, d'atelier que je faisais comme ça. Et je n'imaginais pas une seule seconde que cette expérience d'atelier allait changer complètement ma vie, puisque j'ai fait cette performance seul dans mon atelier, mais j'ai eu la bonne idée de mettre une caméra en face de moi. Et quand j'ai vu le résultat après, je me suis dit, c'est incroyable. Toutes les peintures et sculptures que je viens de faire en aveugle, puisque vous mettez de l'argile sur la tête, etc., vous ne voyez pas ce que vous faites, sont 10 fois plus intéressantes que ce que je fais les yeux ouverts. Et en plus, ça dit plein de choses que je n'arrivais pas à dire avant, que je pouvais trouver dans certaines peintures de gens que j'adore, comme Francis Bacon, Rembrandt et d'autres, de sculpteurs que j'adore et que je vais retrouver dans des cultures très primitives ou dans des sociétés traditionnelles, etc., comme les sculptures Téké, Congo, etc. Bref, je retrouvais à la fois un art que j'adore, contemporain, et en même temps un art très primitif. Et je me suis dit, mais comment c'est possible, ça? Et ça va être un peu le sujet de notre discussion par la suite. Donc voilà, c'est quelques mots pour vous faire introduire un peu dans la manière dont cette performance est apparue. Alors donc, là, vous voyez une performance qui a été faite, je ne sais pas, il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, enfin peu importe. Sachez juste que la première fois que j'ai fait cette performance, c'était dans mon atelier, donc en 1998, que par chance, 5 ou 6 ans après, je l'ai mis sur YouTube pour la montrer à des amis, et que depuis ce temps-là, 2-3 fois par mois, je la joue dans le monde entier. J'ai cette chance-là sans jamais avoir diffusé ni communiqué pour quoi que ce soit,
par un jeu comment dit-on ça, un jeu de boule de neige. Cette performance est rejouée et continue à être jouée. Et donc, je la joue à l'usine C, là, à Montréal, demain et pendant 3 jours, et ensuite à Ottawa, etc. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir démarrer pour que vous ayez un peu plus une idée charnelle de ce dont je veux parler. Alors ça, c'est le début de la performance où je démarre toujours par un petit feu, parce qu'il y a toujours du feu dans mon atelier, et puis le feu, c'est quelque chose qui donne la vie, etc. Et ça me met tout de suite en condition. Alors on n'entend pas le son là. Normalement, je tape sur les plaques de métal derrière, donc. Alors pour moi, cette performance est devenue maintenant un vrai rituel. C'est-à-dire qu'il s'agit pour moi d'abord de rentrer dans un certain état. Et donc l'odeur de la fumée, le chant, etc., tout ça participe de ce rituel. Alors vous allez assister progressivement à une défiguration totale du visage qui va très progressivement par des couches de plus en plus épaisses. Je vous dis ça parce que là, on ne va pas montrer dans sa totalité la performance, que vous verrez peut-être par la suite avec votre professeur.
Alors, soyez, allez, et les gérants, les pauvres, les chercher, vous. À ce temps, les chercher, je ne veux pas que ça ne va pas parler. Allez, ça ne va pas, allez, ça va. Allez, ça va, allez, ça va, Ok, on va pouvoir s'arrêter là parce qu'on ne va pas regarder toute la performance dans sa totalité. L'important, c'est que vous ayez compris le processus. Vous voyez, c'est à la fois drôlatique, étonnant, et on est à la fois dans l'absurde. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de faire apparaître des visages stupéfiants, des sortes de visages d'aliens. Pardon ? C'est le résultat. Donc, ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est de me dire, par exemple, comment un alien qui verrait pour la première fois un visage, quelle serait sa réaction ? Il serait là, il se dirait oh, « c'est effrayant », mais en même temps, c'est très intéressant, c'est captivant. Il serait à la fois dans un mouvement d'aller et retour, à la fois de peur et de fascination. Et en fait, notre problème à nous, depuis qu'on est né, c'est que tout se répète en permanence de la même façon. On voit, chaque jour, vous voyez 100, 200, 1000 visages, et vous ne faites plus attention. Il se produit un phénomène d'accommodation. En éthologie, on dit ça, accommodation. Ça veut dire que quand vous excitez une fibre nerveuse, vous avez un potentiel d'action. Une deuxième fois, à nouveau un potentiel d'action. Une troisième fois, il commence à diminuer. Au bout de 10 fois, il n'y a plus rien. Et nous sommes dans une accommodation vis-à-vis du vivant. On ne fait plus attention à la chose incroyable qui nous est arrivée. On est né une fois. Alors au début, on est tout gamin, on s'extasie pour la moindre chose. Moi, j'habite à côté d'une école, c'est une école primaire. Dès qu'ils sortent de là, à la récréation, c'est des cris, etc. Ils sont tout excités. Ensuite, vous allez en école secondaire, ils sortent, il n'y a plus de bruit. Ils sont devenus cons, ils ne s'étonnent plus de rien. Et on est tous devenus cons avec le temps, parce qu'on ne s'étonne plus. C'est normal d'être là. Il n'y a plus d'étonnement. Et moi, le rôle d'un artiste, c'est de réapprendre à s'étonner. À quel point c'est extraordinaire. Chaque nouvel automne est extraordinaire. Se balader dans la forêt, dans vos forêts, là, avec ces couleurs incroyables, c'est hallucinant. Reprendre conscience de cette chance incroyable qu'on a d'être au monde. Et le but de la défiguration, de ces défigurations,
Ça n'est que ça. Tout d'un coup, on voit ces visages-là avec ce grand nez, ce visage complètement écarté. On se dit, c'est incroyable. Mais en fait, on est incroyable. Chaque visage est incroyable. Et c'est le but de cette performance, c'est de reprendre conscience de ça. Et pour moi, l'art, entre autres, c'est de reprendre conscience de l'étrangeté d'être là, d'être au monde. On ne sait pas ce qu'on fait là. Personne ne sait. Tout le monde fait comme si c'était normal. Chut, chut, ne dites rien. Tout va bien, on est là. Il est né, il va mourir, il est mort, il a eu un cancer, il est mort en un mois, c'est normal. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est normal, tout est normal. Tout est normal. Moi, s'il y a deux mots que je ne supporte pas, c'est le mot normal et naturel. Il n'y a rien de normal. Dites-vous bien, toute votre vie, qu'il n'y a rien de normal. Rien n'est jamais acquis, aucune liberté n'est jamais acquise. Rien n'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut rester attentif à ce qui arrive. On est comme trop habitué à vivre, quoi. Puis on s'étonne pas de ce miracle, en fait. C'est ça. Mais en voyant... Toi, tu vois rien, en fait, quand tu fais la performance. Tu n'as aucune idée de ce que les gens peuvent voir. Mais qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Toi, tu dois bien voir quelque chose. Tu ne vois pas avec tes yeux, mais comment tu te prépares à cette performance-là? Puis qu'est-ce que tu vis pendant que tu le fais? C'est une des choses que j'ai découvert et qui vaut pour tous nos comportements. C'est que quand vous travaillez en aveugle comme ça, vous ne voyez pas ce que vous faites. Donc vous n'avez pas de jugement. Vous n'allez pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Ça change radicalement tout. Mais même dans nos comportements en permanence. En permanence, on a tous peur un peu. Il faut se comporter bien. Donc en permanence, on respecte tout un ensemble d'habitudes. En permanence, on a un code. On respecte ce code. Il y a une certaine distanciation, il y a plein de choses. Et ce code-là et ce retour en permanence, ce feedback qu'on a en permanence sur nous, nous amène à nous comporter d'une certaine façon. Et pour un peintre, c'est pareil. Quand il peint, il fait son truc, il recule un peu, il se dit « Ah ben non, ça va pas, j'ai mis l'œil un peu trop haut. » Donc il vient vérifier et remettre les choses. Et donc là, vous rentrez dans ce qu'on peut appeler en philosophie la mimésie. La mimésie, c'est de refaire comme on a l'habitude que le réel est. Refaire comme papa-maman, refaire comme nos professeurs, refaire comme le monde a été depuis tel qu'il est. Et quand on refait, c'est très bien, on a un bon technicien, mais on n'est pas un artiste, on n'est pas un créateur. Et la création, que ce soit en art ou en science, c'est tout d'un coup de dire, bon, ok, il y a eu Newton, mais il y a peut-être quelque chose après. Il y a peut-être la relativité, il y a peut-être un monde quantique qu'on ne connaît pas, etc. Il y a tout un monde. Et donc, remettre en question, c'est sortir de la mimésie. Et moi, ce que j'ai appris avec ce travail en aveugle, c'est que tout d'un coup, là, j'avance dans ma création sans jugement, sans me dire c'est bien ou c'est pas bien. Et là, deux choses apparaissent. D'une part, je quitte une certaine pudeur qui fait que quand on peint, on a envie de faire de belles choses. Et donc, on va respecter ce qu'on appelle les canons de la beauté, etc. Et donc, on rentre dans une sorte de mièvrerie, on répète ce que tous les autres ont fait, donc c'est pas forcément très intéressant. Et puis, il y a une deuxième chose très importante pour la création, c'est l'aléatoire. Le jeu de dés, très important, c'est fantastique. Parce que sans l'aléatoire, on serait encore des bactéries. Les premières bactéries, les protobactéries, elles apparaissent il y a 3,5 milliards d'années. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est passé des bactéries à l'homme? Le jeu de dés, les mutations. Tout d'un coup, l'aléatoire arrive. Et l'aléatoire fait que, d'un coup, il y a des rayons lumineux qui font qu'il y a une mutation qui va apparaître sur l'ADN. Et dans 99% des cas, c'est des mutations qui n'apportent rien, mais de temps en temps, ça apporte quelque chose. Et là, tout d'un coup, il y a un plus. Et c'est grâce à ce plus-là que, d'espèce en espèce, on est arrivé à l'homme, et puis à plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que l'homme qui est intéressant, il y a les corbeaux, il y a plein de choses. Et donc voilà ce que j'ai découvert. Moi, c'est comment sortir de la mimésie par l'aveuglement, et puis l'importance de l'aléatoire qui permet de faire varier la création. Et donc, quand je rentre dans cette performance, au début, il y a ces chants, etc., il y a tout ça. Pourquoi? Parce que
je veux sortir de ce conformisme dans lequel on est, de cette banalisation du quotidien. Et donc, il faut rentrer dans un état un petit peu de transe. La transe, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand vous faites un marathon, quand vous faites un footing, que vous allez à fond, un match de foot à fond, vous rentrez par moments dans des états de transe qui sont très connus maintenant chez les animaux et chez l'homme. C'est juste une petite modification d'un état de conscience qui fait que d'un coup, vous n'êtes plus dans le jugement, vous êtes juste dans l'idée d'aller quelque part. Le héros, c'est quoi dans la guerre? C'est quelqu'un qui tout d'un coup est rentré dans un état de transe et qui a oublié qu'il pouvait se faire traverser par une balle. Il n'a qu'un objectif, c'est d'arriver de l'autre côté du pont. Voilà. Et c'est un peu ça le but du jeu de cet état un peu. Donc, c'est une transe, c'est naturel, en fait. C'est la sérotonine, non? Y a-t-il un lien avec ça? La sérotonine, c'est une des drogues naturelles qui permet effectivement de stimuler le corps. C'est libéré. Parce que je reviens avec ce que tu disais au tout début, là, quand tu parlais, à un moment donné, on a coupé la science de l'art, parce qu'on étudie Descartes, qui est un petit peu responsable de ça. Hein? Tandis qu'il va dire que l'être humain est composé d'un corps qui est une pure machine, qui fonctionne toute seule, et que l'âme, elle est un surplus divin qui fait de nous des êtres supérieurs à la nature. Qu'est-ce que tu penses de ça? Là, il y a une supercherie qui est assez simple, en fait, à comprendre. C'est que séparer l'âme du corps, c'est une tentative éperdue, c'est-à-dire qui a eu lieu des milliers de fois et dans toutes les religions. Pourquoi? Parce que ce concept-là d'une âme permet d'échapper à la putréfaction du corps. On voit bien que quand un corps meurt, il se dilate, il est traversé par des tas de petits vers de terre, etc. Il disparaît, donc le corps meurt. Donc, comme on n'a pas envie de mourir, on a envie d'être immortel, on a inventé ce concept de l'âme qui serait quelque chose qui viendrait d'un arrière-monde, qui aurait été inoculé par une puissance étrangère divine et qui aurait donc mis cette petite entité-là dans ce corps. Et ce qui fait que quand le corps va mourir, l'entité va rejoindre l'origine, le Dieu, le ciel, ce que vous voulez. Donc c'est une très belle idée, très poétique, mais qui ne tient pas beaucoup, qui ne tient pas debout, parce que ce que Descartes tente de réconcilier, mais qui n'arrivera jamais dans sa théorie, c'est qu'est-ce qui fait que l'âme est en permanence en correspondance avec le corps, puisqu'il n'y a rien qui les relie. Alors il va inventer une histoire qui était très vieille, qui est l'épiphyse, en disant que l'âme se loge dans ce petit espace-là, qui rejoint un peu la théorie du troisième œil, et que cette âme-là sera comme ça en coordination avec le corps. Mais comment cette âme, qui est une pure pensée, donc quelque chose de totalement immatériel, pourra avoir une action sur quelque chose qui est de la matière? Il faut choisir. Soit on dit que c'est la même entité, la même matière, ou soit comment il peut y avoir une action de quelque chose qui est immatériel sur quelque chose de matériel. Non, c'est que la seule possibilité concevable, logique, c'est de rejoindre un autre philosophe qui sont plutôt du côté du monisme, non plus donc du dualisme. Le dualisme, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Le monisme, c'est de dire, au contraire, c'est une même entité. Et donc, vous avez ce grand philosophe qui s'appelle Spinoza, qui dit qu'en fait, la pensée, l'âme et le corps, en fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et qu'en fait, quand je pense... À chaque fois que je pense, et on peut le voir avec des tas d'appareils aujourd'hui, il y a mes neurones qui bougent, qui sont comme des vers de terre des milliards de vers de terre dans ma boîte crânienne, et que tout ça bouge et tout ça rentre en interaction, et que c'est grâce à ces interactions que ça pense. Donc, en fait, c'est ça un peu la supercherie, mais c'est l'effet que ça donne quand on pense que l'être humain est supérieur à la nature parce qu'il a une âme, c'est qu'on ne reconnaît pas notre origine naturelle. Ouais. C'est pour ça qu'avec Nietzsche, quand on va faire la deuxième partie du cours, c'est lui, il va plutôt insister sur le fait que la nature humaine ou l'être humain, c'est une création naturelle. Comme tu disais tout à l'heure, c'est par hasard, quoi. Donc, c'est quoi ce que tu essaies de faire quand tu fais une performance? Est-ce que c'est ça? C'est de montrer ce que tu ressens à l'intérieur sur le masque? Oui, alors le masque devient, en quelque façon, une sorte de retournement comme un doigt de gant de mon propre état subjectif. C'est-à-dire que
l'intérêt de l'art, encore une fois, c'est qu'on n'est plus seulement dans quelque chose de formel, de quantitatif, etc., parce qu'on peut mesurer, on va dire, d'un chanteur qui chante très bien parce qu'il a une bande passante très large, il est capable de passer des graves aux aigus, etc. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage et dans cette fréquence vocale, etc., il y a quelque chose de l'émotion qui passe, donc de l'intériorité. Donc ce qu'on attend d'une œuvre d'art, c'est à la fois qu'elle soit bien construite, qu'elle soit bien structurée, mais aussi que l'âme, c'est-à-dire l'intérieur de l'individu, ses ressentiments, etc., sa sensibilité apparaissent et qu'elle communique avec les autres entités que nous sommes. Nous sommes tous des intériorités avec un corps, donc avec une extériorité. Et ce qu'on attend dans une action artistique, c'est que tout d'un coup, cet objet-là, qui peut être une peinture, a capté l'intériorité de l'artiste et que cette peinture va devenir à son tour un émetteur. Il était un capteur, il devient un émetteur et il va émettre des ondes, c'est-à-dire par sa forme, la forme de la peinture, la forme de la sculpture, la forme de la musique va tout d'un coup impressionner notre système nerveux et reproduire quelque chose de similaire, pas exact, mais similaire à ce que le chanteur, l'artiste a ressenti. Et là, tout d'un coup, se passe quelque chose de prodigieux, de merveilleux, c'est une communication entre nos intériorités. Tout d'un coup, on sort de notre solitude extrême. Nous sommes tous dans une solitude inouïe, effrayante, mais justement grâce à la communication, grâce à l'art et grâce aux mots, tout d'un coup on peut un peu communiquer nos intériorités. Donc du coup, si je pose la question comme ça, à quoi ça sert l'art? En fait, c'est peut-être que là où Nietzsche a raison, que c'est à travers l'art, puis de cette communication-là, qu'on est le plus humain. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut dire que les animaux, les insectes, c'est aussi des artistes? Ah, bien sûr. Alors ça, c'est aussi une grande chose absolument effrayante chez Descartes et d'autres. Il y avait à un moment donné Descartes qui faisait une expérience avec un chien et donc le chien vivant était disséqué, etc. Donc il aboyait et criait, etc. Et il y a un de ses disciples qui dit « mais ne souffre-t-il pas ?» Et Descartes lui répond, c'est texto, hein, « Non, non, il mime la souffrance. Il mime la souffrance. » Parce que, dit-il, s'il souffrait, c'est qu'il aurait une sensibilité. Mais un animal ne peut pas avoir une sensibilité. Seul un être qui a une âme est sensible. Donc vous voyez dans quel état d'esprit on était. Mais il faut savoir que c'est tout récent, notre évolution. Nous, en France, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais nous, en France, ça fait 7-8 ans que les animaux sont, d'un point de vue juridique, dits des êtres sensibles. Avant, c'était des biens immobiliers. En 2017. 2017. Donc, vous réalisez un petit peu, on est tout juste en train de sortir d'une époque incroyable. Il y a encore 60 ans, 70 ans, en France, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Enfin, c'est pour avoir leur carnet de chèques, sortir de l'argent, il fallait demander à l'homme. Enfin, bon, on vit quand même, on vient de sortir là d'un stade très primitif. Il faut espérer qu'on va un peu évoluer. C'est pas sûr, parce que vu des gens comme Trump et autres, à mon avis, on va très vite régresser. Mais enfin, bon, ça, c'est un point de vue particulier. Et donc, voilà, il faut espérer qu'on continue à évoluer, mais les animaux sentent aussi, il n'y a aucun doute, c'est-à-dire qu'ils ont une âme, mais cette âme n'est rien que d'autre qu'une structuration du système nerveux et qu'une spécificité de la matière. Et donc, les animaux communiquent aussi ensemble, entre eux, il n'y a aucun doute, et on peut communiquer avec eux aussi. Il y a un dernier point, j'aimerais voir avec toi, parce que tu as un rapport quand même singulier avec la nature, puis l'environnement, puis aujourd'hui, puis c'est un peu l'effet aussi de l'idée que la nature nous appartient, puis on en fait ce qu'on veut, puis qu'on doit la dominer pour être heureux. C'est un peu l'idée de Descartes, de Bacon. Mais toi, dans ton travail, si on regarde juste les matériaux avec lesquels tu fais ta performance, toi, c'est de la glaise, c'est des brindilles. Et c'est quoi que tu veux communiquer dans le rapport à la nature aujourd'hui à travers tes performances? Ce que je vous disais tout à l'heure, en parlant justement de ce moment de sidération incroyable au XVe, XVIe siècle, avec Galilée, quand on a commencé à dire maintenant on va séparer la science du reste. Vous avez un autre philosophe, Bacon, donc un Anglais, qui, à la même époque, il dit ceci.
C'est une lettre qu'il envoie à un de ses copains. On va dire que la matière est inerte. Première fois que le mot matière et inerte sont associés. Et il dit, on va dire que la matière est inerte, comme ça va nous permettre de la violer et de l'exploiter à loisir. C'est le début de la société capitaliste. La nature est là pour nous. D'ailleurs, c'est marqué dans la religion, etc. Elle est là pour nous, on peut l'exploiter comme on veut, on peut en faire ce qu'on veut. Alors c'est très bien, sauf qu'il y a un moment donné, ça vaut le coup. Quand au XVe siècle, on est 500 millions sur la planète, aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est même très compliqué. Ça va même être de plus en plus compliqué. Et vous allez sans doute en souffrir de cette complication, bien plus que nous, on a pu en souffrir, parce qu'effectivement, on va arriver à des impossibilités qui vont être multiples, qui vont être de type climat et autres, et énergétiques, et puis les questions d'eau, etc. Et donc, il va falloir changer notre paradigme, notre rapport à la nature. Peut-être que la nature, la matière n'est pas si inerte que ça. Peut-être qu'elle n'est pas si inerte pour ça. Et moi, biologiste, je vais vous faire juste prendre conscience de cette petite idée-là. Retourner dans le temps, il y a 4 milliards d'années, la planète Terre, c'est quoi? C'est une grosse masse de terre, encore très chaude, mais c'est que de l'argile, une grosse masse d'argile. Et quelques millions d'années après, vont apparaître les premières bactéries. Mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est que potentiellement, il y avait dans la terre, dans l'argile, la capacité de donner de la vie. Est-ce que ça ne voudrait pas dire, finalement, que la matière ne serait pas déjà une sorte d'archivie, c'est-à-dire de vie pas encore exprimée, mais qui allait pouvoir apparaître? Et donc, cette considération que la matière n'est pas si inerte que ça, et que donc les fleuves, les montagnes, etc., c'est pas que de l'inerte, c'est déjà de l'animé, ça bouge, un torrent, ça exprime quelque chose. Une montagne, ça exprime quelque chose. Quand vous êtes face à une montagne, ça pourrait peut-être, on pourrait peut-être concevoir juridiquement de donner un statut à une rivière, un statut à une montagne. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas détourner une rivière comme ça, etc. Et ça commençait à être fait, ça commence à se faire. Et donc là, ça nous amènerait une sorte de respect vis-à-vis de la nature et ne plus nous comporter comme de sales gosses qui jouent avec des jouets et qui sont prêts à tout casser, etc., juste pour s'amuser de casser et juste pour s'amuser de presser un peu pour tirer un peu d'énergie. Donc c'est certainement vous et vos enfants qui vont être amenés à changer complètement votre logiciel vis-à-vis de votre rapport à la nature et à la matière. Donc c'est un peu ça que tu nous démontres, qu'on est des enfants de la glaise, en fait. Puis que la vie qui est montée, c'est un miracle incroyable, en fait. Ouais. Mais je vais te poser une question un peu plus personnelle. Pourquoi tu fais ça? Je veux dire, est-ce que... Parce que tu as dit que tu étais biologiste, pourquoi tu n'as pas continué? Pourquoi, là, il faut que tu fasses de l'art? Est-ce que c'est une décision que tu as prise ou c'est quelque chose qui est plus fort que toi? Non, parce que c'est simplement qu'en comprenant que la vie a ces deux faces dont on parle depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une face externe, je peux regarder quelqu'un, voir la forme, mais je sais qu'il a un ressenti interne, une subjectivité, une conscience, il a sa singularité. Et donc, si je veux parler de la vie dans sa totalité, je ne vois que l'art pour répondre à ça. Et donc, l'art est pour moi une manière de reposer la question, mais qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que veut dire être au monde? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et pour tenter de répondre à ces questions-là, l'art me paraît être le meilleur moyen. Mais la science est aussi un moyen extraordinaire. Les recherches en biologie, en mécanique quantique, dans tout ce que c'est des choses absolument géniales, et moi, ça me passionne. Mais si on veut avoir une vision globale, il faut passer par l'art. Vas-y. Selon ce que vous avez dit tantôt, est-ce qu'on pourrait dire que la vie, c'est comme un état de la matière? C'est comme Un état de la matière, comme solide, gazeux, puis il y aurait la vie? Oui, je pense qu'il y a une sorte de cinquième élément, c'est-à-dire que j'aurais tendance à croire que la vie... Alors, la sensibilité, c'est quelque chose de tellement incroyable et qui est
impossible à comprendre, parce que quand vous êtes là à fraiser votre métal, etc., vous ne voyez pas le métal qui réagit et qui crie au secours. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec les premières cellules? Une des caractéristiques fondamentales du vivant, c'est tout d'un coup la membrane. C'est-à-dire que tout d'un coup, un morceau de l'espace-temps s'entoure d'une structure qu'on appelle une membrane, et par cette structure, déjà là est posé le fait que ici c'est chez moi. Toute cellule dit ici c'est chez moi. Et toute cellule fait déjà la différence entre ce chez moi et l'extérieur. Donc cette séparation qui se produit dans la matière espace-temps est quelque chose de très étrange et de très significatif. Et ça fait naître tout ce qu'on appelle l'immunologie. Et l'immunologie, aujourd'hui, est en train de se surdévelopper. Quand vous voyez Trump qui fait tout, il faut bloquer les frontières. Voilà. Là, ça, c'est de l'immunologie poussée à l'extrême. Il faut les étrangers dehors. Nous, ici, c'est chez nous, c'est pour nous. Voilà. Et cette immunologie poussée à l'extrême donne toutes les sociétés fascistes qu'on connaît bien, où les individus se prennent pour des héros à l'intérieur, et à l'extérieur, c'est plus des êtres humains. On peut les piétiner, on peut en faire ce qu'on veut. On voit ça actuellement dans différentes régions du monde. Et donc, la membrane, c'est ce moment où tout d'un coup, une partie de l'espace-temps se sépare du reste. Et là, il y a quelque chose de très particulier. Il y a une sorte de pli de l'espace-temps qui fait que tout d'un coup, il y a un jeu d'interaction très fort qui se produit entre cette cellule et elle-même. Je ne sais pas l'expliquer autrement, je crois que personne d'ailleurs ne peut l'expliquer, mais tout d'un coup, avec la vie apparaît une forme de... Alors ce qu'on appelle la sensibilité, mais quand on a dit ça, on ne répond pas à la question, qu'est-ce que la sensibilité? Personne ne peut répondre encore aujourd'hui à ce que c'est. C'est une interaction immédiate entre la matière et elle-même, au niveau de la cellule. Et tout d'un coup, cette matière sait à chaque instant ce qu'elle est et dans quel état elle est. Et si vous prenez n'importe quelle matière vivante, si vous prenez un ver de terre, que vous l'écrasez, d'un seul coup, il se tord dans tous les sens, et il fait très bien la différence entre son corps qui se tord et la nature autour qui n'en a rien à faire. Donc la vie, c'est ça, c'est ce pli de l'espace-temps. J'aurais pas d'autre terme pour le... C'est très beau, parce que cette idée d'avoir une membrane, c'est comme tu dis, un repliement sur soi-même. Puis c'est ça qui fait l'individualité de la vie. Puis si je comprends bien, ce que tu fais dans l'art, c'est le contraire. Alors voilà, ça c'est... Alors justement, j'y avais pas pensé, ça m'excite bien. C'est que... Alors, c'est ça qui est quand même... Alors, passionnant, c'est que la vie, c'est un repliement, donc une fermeture par rapport au monde, même s'il faut quand même que la membrane soit hémiperméable, parce qu'il faut bien des contacts, il faut bien se nourrir, etc. Mais... ce repliement produit une solitude extrême. D'un seul coup, je me suis extrait du cosmos. D'un seul coup, je suis cette singularité, ce regard sur le monde, mais je suis seul. Et ça nous coûte énormément. Et donc, immédiatement, suite à ce repli, on a envie de re-rentrer dans le contact avec les autres cellules, avec les autres êtres vivants. Et ça devient une nécessité, parce qu'autrement, on est trop triste et on est trop seul dans sa chair. Et donc, l'art, et comme la communication, c'est de permettre ce dépliement, qui n'est pas un dépliement mortifère, parce qu'on ne va pas en mourir, parce que si je me déplie, parce que lorsque je meurs, je me déplie. Lorsque je meurs, je me déplie, je redeviens une surface inerte. J'étais là, avec mes mains, mais on pourrait résumer la vie par tout à coup ce truc-là, et quand je meurs, je m'ouvre, je redeviens une surface qui s'ouvre. Mais l'art permet justement ce dépliement sans la mort, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est en fait l'intériorité de la vie se communiquait à l'intérieur d'une autre intériorité. Ouais. Puis c'est ça qui crée le monde, quoi. Ouais. Humain, peut-être. Alors, on a un bon cours. Hein? Est-ce qu'il y en a qui auraient encore des questions pour Olivier, peut-être? Pensez que vous allez faire un travail là-dessus. Là. Oui, vas-y. Moi, ça n'a pas trop rapport avec, comme toute la matière, là, mais comment vous respirez en dessous de tout ça? C'est une vraie question que je me pose. Alors, la respiration, c'est un truc incroyable aussi. Parce que justement, je ne pensais pas parler de ça, mais on peut s'arrêter de respirer un moment, mais pas plus que ça. Mais savez-vous pourquoi vous respirez? Comment?
Pour vivre, il dit. Oui, mais ce n'est pas une réponse. Pourquoi est-ce qu'il faut respirer pour vivre? Alors, je vais vous raconter une très belle histoire. Quand je respire, j'envoie de l'oxygène dans mes poumons, de l'air dans mes poumons. L'oxygène, c'est un atome, mais c'est une molécule aussi, puisque vous avez 2 atomes liés l'un à l'autre, O2. Et ces atomes sont donc envoyés, cette molécule est envoyée grâce au sang dans les cellules. Et en fait, cet atome, c'est un oxydant, ce qu'on dit en chimie, c'est-à-dire qu'il va capter les électrons. Mais en d'autres termes, c'est un ciseau moléculaire. Et cet atome et cet oxygène qui est envoyé dans nos cellules va découper les molécules de sucre. Et en faisant ça, elle libère l'énergie qu'il y a dans les molécules de sucre. Et en libérant l'énergie qui était dans les molécules de sucre, j'ai de l'énergie et ma cellule peut vivre. Mais d'où viennent les molécules de sucre? À l'origine, toutes les molécules de sucre sont faites par les plantes dans un phénomène qu'on appelle la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est quoi? C'est la chlorophylle, cette molécule incroyable qui a la capacité de capter l'énergie lumineuse et de la transformer grâce à une suite de réactions en glucose, en sucre. Autrement dit, quand je respire, j'envoie de l'air dans mes cellules pour recapter l'énergie du soleil. Autrement dit, quand je respire, je me remets en lien avec le soleil. Parce que le soleil est cet être incroyable, ce marionnettiste qui me tient debout. Si je coupe les fils qu'il y a entre moi et le soleil, c'est-à-dire que si j'arrête de respirer, je tombe. Donc vous voyez un petit peu comment ce geste tout simple qui est de respirer a en fait une dimension cosmique et métaphysique incroyable. Donc je réponds maintenant à ta question plus précisément. Et ben, je m'arrête de respirer pendant un moment. Et puis voilà. Mais ça ne dure pas longtemps. Je m'ouvre la bouche et puis ça dure 20 secondes, 30 secondes. Oui, ici, une autre question? En tant que scientifique et artiste, est-ce que tu considérerais comme la science comme un art? Bah, non, justement, la science est un art au sens où c'est quelque chose d'extrêmement valable, mais ce n'est pas un art au sens où l'art est de communiquer entre elles les intériorités. Là, surtout pas. Là, il s'agit de rester dans l'objectivité avec la science. Il faut dire quelque chose que tout le monde va pouvoir comparer et dire c'est exact. Il faut que tous les scientifiques du monde puissent dire c'est exact. Alors que dans le domaine de l'art, bah, tu as des gens qui vont dire bah, moi, tel film, j'ai trouvé nul, tel autre, je l'ai trouvé génial, tel artiste, je l'aime, etc. Là, on n'est plus du tout dans quelque chose qu'on peut définir objectivement. OK. Mais au début de la séance, vous disiez aussi qu'à un certain moment, on avait séparé la science de l'art. Ouais. Et au début, on appelait l'alchimie. Ouais. Mais est-ce que, d'un certain point de vue, tu pourrais dire que la science peut être élégante? Ah oui, tout à fait. Il y a particulièrement dans les mathématiques, on peut dire qu'il y a des formules ou des manières d'arriver au résultat qui sont plus ou moins élégantes. Et moi-même, qui suis aussi a beaucoup travaillé dans la matière. J'ai fait aussi de la chaudronnerie, etc. Et donc, de la soudure, etc. Tout ça, je connais bien. Et il y a des belles soudures, il y a des soudures qui ne sont pas, qui sont des gros pâtés. Enfin, bon, bref. Et on peut le dire de plein de domaines comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des manières d'aller très rapidement, avec un bon geste, de bien découper les choses, etc. Donc, il peut y avoir aussi, dans ces gestes-là, une forme d'élégance, etc. Donc, il y a des bons artisans et des mauvais artisans, quoi. Une autre question ici? Pour vous, j'avais demandé genre. Est-ce que vous gagnez bien votre vie avec ça? Pardon? Est-ce que vous gagnez bien votre vie avec l'art? Ouais. Pourquoi cette question? Ouais. Parce Oui, qu'on se demande comment on peut vivre de l'art. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais j'ai la chance, moi, effectivement, c'est une chance incroyable, entre autres grâce à cette performance que je vais jouer 2-3 fois par mois, un peu partout. Mais effectivement, vivre de son art est une entreprise très compliquée. Mais moi, je fais partie de ces gens qui ont eu une chance incroyable de tirer le bon numéro. J'aurais une question pour vous. C'est concernant votre performance. J'ai remarqué
durant la performance que sur les murs, vous incarniez des ombres d'animaux. Est-ce que c'est intentionnel? Et si oui, pourquoi les animaux? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se relier à nous plus facilement? Non, mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes des animaux. Donc, que j'incarna ou naissent des animaux n'a rien d'étonnant. C'est-à-dire que, bon, déjà, mon visage est un visage simiesque, alors un peu moins simiesque que les chimpanzés, mais malgré tout. Et puis, il suffit que je m'allonge un peu le pif ou les oreilles ou je ne sais trop quoi. D'un seul coup, je ressemble à des tas d'animaux. Et c'est entre autres choses une des fonctions de cette performance, c'est de montrer qu'il y a en nous du chien, de l'âne, du cochon, de l'oiseau, etc. Et que tout ça, c'est en fait... Est-ce que vous réalisez que depuis la première cellule, depuis la première bactérie, il n'y a jamais eu de coupure? C'est-à-dire qu'il y a eu une première bactérie avec un premier ADN qui s'est constitué. Cette bactérie, cette cellule s'est divisée en deux. Donc vous avez une cellule et puis elle se divise en deux, mais c'est le même corps, hein, vous êtes d'accord? Vous avez un corps d'abord, ensuite vous en avez deux. Puis ensuite, chacune de ces deux-là se divise en deux, etc. C'est le même corps. C'est-à-dire que depuis la première bactérie jusqu'à nous, c'est le même corps. C'est le même corps. C'est le même corps. Imaginez une pieuvre. On pourrait peut-être arrêter ces lumières-là, d'ailleurs, parce que je ne vous vois pas. C'est le même corps comme une pieuvre qui se détend comme ça avec des milliards de tentacules. Et vous êtes à l'extrémité d'une de ces tentacules. Mais c'est le même corps qui vous relie à la première bactérie. Et quand vous allez mourir, la tentacule, là, s'arrête, mais il y en a plein d'autres qui continuent. Mais c'est le même corps. C'est-à-dire qu'on a, entre nous et la première bactérie, c'est une même continuité. C'est la matière qui ne cesse de s'étendre et de se diversifier. C'est un truc incroyable. Aussi, une autre question sur votre performance. Les couleurs que vous avez choisies pour représenter justement la transfiguration, le gris, le rouge et le noir, est-ce qu'ils ont une certaine signification ou c'est aléatoire? Oui, alors c'est que, en fait, j'ai essayé avec du jaune, du bleu, etc. Et ça peut être très beau, mais plus vous en mettez, plus c'est compliqué. Et plus rapidement, vous allez arriver à du marron, comme vous voyez, vous laissez un enfant peindre très rapidement. Au début, c'est très beau, puis rapidement, c'est de la bouillabaisse. Et donc... je me suis dit, partons de la base, hein, comme nos ancêtres le faisaient dans les grottes. Un charbon de bois noir, tac, tac, et puis de temps en temps, un peu de latérite rouge. Et c'est tout, ça suffit. Et puis là, on a la forme, la structure, et puis le rouge, c'est le sens, c'est l'intériorité. Parce que la forme joue quand même un rôle important dans la performance. Parce que vous voyez, quand on regardait tout à l'heure la vidéo, on entend les gens rire. Ouais. Dès le moment où on reconnaît un visage, une forme animale ou humaine, on est quand même obsédé par la forme. Oui, oui. Et alors, justement, moi, c'est un peu de manière, comment dirais-je... Pour attirer le public à moi, au début, je m'amuse à être un peu drôle, à faire un peu le clown, pour attirer le public. Et puis, une fois que j'ai l'impression de le tenir, là, je rentre dans quelque chose de plus dramatique, je me tape la tête et je commence à rentrer dans ce que j'appelle des têtes-viandes. C'est un terme qui vient d'un philosophe qui s'appelait Deleuze et qui parlait d'un autre peintre, Francis Bacon. Il disait qu'il faisait des têtes-viandes. Et une tête-viande, c'est quoi ? C'est une tête, mais qui n'appartient à aucune espèce. Et là, c'est encore plus intéressant, parce qu'en fait, on est pris, encore une fois, par la mimésis, c'est-à-dire que dès qu'on voit quelque chose, notre cerveau immédiatement le met dans une case. On voit une mouche, mouche. On voit un âne, âne. On voit une voiture, voiture. On voit tac, tac. Et tout d'un coup, imaginez que vous voyez quelque chose et il n'y a pas de case. Oh là! Là, ça commence à être intéressant. Là, ça commence à être intéressant et ça commence à être inquiétant. Et justement, pour revenir à ce que je vous disais au début, ce qui m'intéresse, c'est l'inquiétante étrangeté. C'est Freud qui disait ça, le corps, c'est une inquiétante étrangeté. Pour retrouver l'inquiétante étrangeté, qu'on va tous rechercher en permanence, on va tous au cinéma voir du fantastique, voir Alien Earth, etc. Parce que quoi? Parce qu'on est face à l'inquiétante étrangeté et c'est excitant. D'un seul coup, on se dit, mais oui, tout ne va pas bien, tout n'est pas normal, tout n'est pas naturel. Tant qu'on peut mettre les choses dans une case, je connais. Quand on peut plus le mettre dans une case, waouh!
Et là, d'un seul coup, on rentre dans la vraie philosophie, dans la vraie pensée, on rentre vraiment dans quelque chose qui est ici et maintenant. Ici et maintenant, je me retrouve face à quelque chose que j'ai encore jamais vu. Et c'est ça qu'il faudrait, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre et que j'aimerais, mais c'est un bonheur inouï si en sortant de cette pièce, vous vous dites, tiens, je vais peut-être essayer d'y réfléchir. Essayez de réfléchir qu'à chaque instant, c'est absolument nouveau. Chaque seconde, il se produit quelque chose d'absolument nouveau. À chaque instant, mon état neuronal est singulier. La personne que je vais rencontrer, c'est peut-être la première fois que je vais la rencontrer. En sortant de cette porte, il va se passer quelque chose qui ne s'est encore jamais produit. Et de toute façon, ça n'est que du nouveau qui arrive. Mais le problème, c'est qu'on a un cerveau qui a été construit pour en permanence mettre les choses dans des cases et nous permettre comme ça de nous rassurer et surtout d'aller rapidement à l'endroit où on a besoin. Je vais aller à la cafétéria, je vais aller à mon cours, je vais aller manger. Donc je suis efficace. Mais cette efficacité-là, elle a un danger, c'est qu'elle nous fait perdre la beauté du monde, c'est-à-dire la singularité. Donc il faut essayer de retrouver cette singularité parce que c'est la source de l'art et de la poésie. Et le but du jeu, c'est pas d'être tous des artistes. Le but du jeu, c'est d'être capable de regarder tous avec des yeux de poète le monde. C'est-à-dire se prendre conscience que ce qui a lieu à chaque instant est inouï et va pas durer. Mon amie là à côté, elle va peut-être mourir demain. Mes parents, ils vont peut-être mourir, etc., etc. C'est-à-dire que tout finit par disparaître. Et donc, il faut prendre conscience du fait que c'est inouï ce qui nous arrive et qu'il faut en profiter au maximum. Mais pour ça, il faut être capable d'accepter l'inquiétude aussi. Parce que la vie, elle est inquiète. Nous, c'est comme si on lui masquait les yeux en étant constamment rassuré par nos catégories, par nos reconnaissances. En même temps, il ne faudrait pas dire ça dans le sens que le but du jeu, c'est d'être inquiet. On n'est pas là pour s'inquiéter, On est là pour se laisser ouvrir à la beauté du monde et au caractère singulier de chaque chose. Parce que ça ne va pas durer. Donc il faut prendre conscience qu'une rose est une rose, mais que demain, elle ne va peut-être plus fleurir. C'est pour ça qu'une rose en plastique n'a aucun intérêt, parce qu'elle reste toujours égale à elle-même. Et donc, mon ami, je l'aime et parce qu'il est là et il est singulier, et il me comprend, son intériorité et la mienne communiquent, etc. Et ça, c'est une chance incroyable. L'amitié, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le monde, et c'est donc cette amitié-là qu'il faut réussir à avoir avec le monde. L'amitié avec mon ami, c'est quelque chose de très compréhensible, mais essayons d'arriver en amitié avec le monde. Et rentrer en amitié avec le monde, c'est comprendre qu'à chaque fois, il est différent. Et fragile. Une dernière question? Vous aviez dit aussi au début de la séance que la vidéo qu'on vient de voir a été faite en 1998. Non. Pas celle qu'on vient de voir. Ah, OK. Ça, celle-là, c'est une des performances. J'ai dû en faire 400 et quelques depuis le temps. Ouais. Mais la première vidéo que vous avez faite, c'était en 1998. Ouais. Est-ce que vous trouvez que le message que vous essayez d'envoyer par cette vidéo est encore plus valable aujourd'hui? Comme avec toute la montée de visages, de nouveaux visages, qu'on monte ces visages-là, plus comme vous voyez comme le sens d'avoir un masque pour pas montrer notre vrai visage. Est-ce que vous trouvez que le message est encore plus valable aujourd'hui? Alors, tu veux dire politiquement ou quoi exactement? Partout, comme avec les réseaux sociaux, tout le monde veut montrer tout le temps le meilleur de soi-même, mais jamais le pire. Alors, vraiment oui, comme le masque. Eh bien, j'aimerais que tu me répondes, toi, plutôt. Parce que pourquoi tu poses cette question? Parce qu'elle est intéressante et je ne me l'étais pas posée, mais ça m'intéresse. Pourquoi tu la poses? Parce que, personnellement, je trouve que il est très valable pour moi à cause de la montée, comme vous l'avez dit aussi au début, comme on ne peut pas voir l'invisible, mais avec tout ce qu'on est capable de développer, on va être capable à un moment donné de voir les émotions invisibles, comme la dépression ou vraiment des trucs qu'on ne veut pas montrer. Et je trouve que ça montre une liberté qu'on ne veut pas nécessairement montrer. Comme être triste, c'est une liberté. Être en colère et ainsi de suite, pas nécessairement la joie d'être comme capable de faire certaines affaires. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où on veut tout le temps montrer « Ah, j'ai réussi à faire telle affaire, je suis parti dans tel pays », au lieu de dire « Je suis resté ici, j'ai rien fait » et ainsi de suite. Je trouve que le message est encore très valable. Non, mais tu as raison que c'est ce que j'esquissais tout à l'heure assez rapidement avec Instagram et puis tous les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une pression
psychologiques de plus en plus fortes, et avec ce qu'on appelait hier les canons de la beauté. Et il y a des canons, c'est-à-dire effectivement, il y a une bien-pensante qui fait que faut se comporter de telle ou telle façon. Et on va valoriser ce comportement-là. Mais ces pressions-là peuvent être très liberticides. Elles peuvent, et surtout, on peut imaginer que là, on le voit en Chine, par exemple, vous avez des points qui sont donnés aux gens suivant qu'ils ont respecté ou non le passage piéton, etc., etc. Et à un moment donné, plus vous perdez des points, moins vous pouvez faire de choses, etc. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans ces mondes science-fictionnesques qu'on a pu voir dans Black Mirror, etc. Et donc là, il y a quelque chose d'effectivement d'assez inquiétant qui est en train de prendre de plus en plus d'amplitude, quoi. Donc, vous pensez que les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement négatif. Non. Ça pourrait être utilisé d'une façon d'être plus authentique, en fait. Oui, alors je sais pas, j'ai pas réfléchi trop à la question, mais je pense que les réseaux sociaux ont ce site fantastique, c'est qu'ils permettent de communiquer à distance, etc., etc. Mais en même temps, peut-être qu'il peut y avoir apparition de normes de plus en plus claires, etc. Et toute personne qui ne va pas être dans la mouvance va être rejetée, etc., etc. Et ça peut être assez inquiétant, quoi. Olivier de Sagazan, je vous remercie grandement. On a eu vraiment une très belle discussion. Puis je pense que ça vaut au moins un cours ou deux de philosophie. Donc, Olivier prépare la scène aujourd'hui à l'usine C pour la représentation de demain. Donc, encore merci, puis on va aller vous reconduire à votre travail. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Merci.